Bienvenue dans We Haïti Capable, la plateforme de dialogue qui célèbre l'audace, l'innovation et la capacité de transformation des Haïtiennes et Haïtiens. Ici, nous amplifions les voix de celles et ceux qui construisent des solutions. Nous posons les questions difficiles et surtout, nous refusons la fatalité. Parce que We Haïti Capable, capable de se transformer, capable d'innover, capable de créer son avenir. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question simple. Comment mesure-t-on vraiment la vitalité d'une nation? Cela se fait par son PIB, peut-être, ses infrastructures. Il existe un autre indicateur qui est bien plus révélateur. Ce que fait sa jeunesse un dimanche matin. À Port-au-Prince, à Jacmel, au Cail, au Cap-Haïtien, à Port-de-Paix, pendant que le monde dort encore, des centaines de jeunes sont déjà debout. Ils courent, ils s'entraînent, sans reconnaissance, sans infrastructure, souvent sans spectateurs. Mais qu'est-ce qui les pousse? Le sport leur offre un espace où leurs efforts comptent directement, où les règles sont claires pour tous, où le talent s'exprime librement, où le mérite parle plus fort que tout. Et vous savez quoi? Cette énergie qui pousse des milliers de jeunes à se lever avant l'aube, c'est peut-être ça la vraie richesse d'Haïti. Cette force, cette inventivité, ce refus d'abandonner. Mais regardons le paradoxe. Plus de 60% de la population haïtienne a moins de 25 ans. C'est énorme. C'est une richesse potentielle immense. Et pourtant, cette jeunesse grandit sans accès aux soins de base, sans terrain pour s'entraîner, souvent entourée de violence. Et le résultat, toute cette énergie peut tourner à vide. Alors aujourd'hui, nous explorons une hypothèse audacieuse. Et si on reconstruisait Haïti de l'intérieur, pas seulement des routes ou des bâtiments, mais aussi la santé, l'énergie, la discipline, la confiance collective, les fondations invisibles qui rendent tout le reste possible. Cela ne nie pas l'importance de l'éducation, de la sécurité et de l'économie, mais pose une question essentielle. Comment mobiliser une jeunesse qui représente 60% de la population? 4 leviers nous intéressent aujourd'hui, la santé, le sport, la jeunesse elle-même et la paix. Docteur Larsen, encore merci d'être avec nous. C'est un vrai luxe et un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci Xavier. Je me permets de vous appeler Xavier, pas M. Michon, parce que dans le sport, en général, on s'appelle par le prénom. Donc, un peu de familiarité pour qu'on puisse ensemble essayer de faire la lumière ou encore de répondre à certaines interrogations. Alors, on va commencer en courant pour garder les termes sportifs et avec une petite provocation. En Haïti, on parle souvent du présent et le présent, c'est l'urgence. C'est les déplacements, la violence, la pauvreté, problèmes de santé. Et le sport apparaît comme un élément de deuxième plan. Certains disent même c'est un luxe. Et je sais que vous êtes un fervent défenseur du sport comme une autre alternative, aussi d'un élément de renforcer cette jeunesse qui est omniprésente et qui est un levier de ce pays. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Je dirais même plus que vous, Monsieur Michon. Je dirais même plus que vous. Commençons par accepter le sport comme le seul médium qui nous permet de nous unir à ce moment précis. Et dans la soirée du 18 novembre, le sport, le football, la qualification d'Haïti pour le championnat du monde de football et qui vont se tenir en Amérique du Nord, l'a prouvé. Des millions de personnes dans les rues à 10 heures du soir. On était tous témoins. Qui d'autre peut le faire? Quoi d'autre peut le faire? Je crois que nous nous perdons dans des réflexions peut-être importantes, mais qui ne tiennent pas en compte la réalité sociale de ce pays. Et cette réalité sociale, pour moi, passe par le sport. J'ai grandi dans le sport et ceci m'a permis d'avoir une sensibilité sociale à toute épreuve. Ceci m'a permis d'avoir des amis de toutes les classes sociales de ce pays, de ceux qui savent le mieux lire de ce pays, comme ceux qui ne savent ni lire ni écrire de ce pays.
Et quand je les vois, quand on se rencontre, c'est avec le même amour qu'on a appris, parce qu'on a traversé des moments sur le terrain ou encore dans l'administration du sport ensemble, des problèmes difficiles, et ensemble, on nous a botté le cul, ensemble, on nous a botté le pied, ensemble, on nous a injuriés, ensemble, nous avons reçu des pierres sur les divers terrains de ce pays. Et ceci fort, et ceci uni, ceci ne désunit pas. Ce qui maintenant dans notre pays arrive, chez nous, en Haïti, chez moi. On est désunis et on se comporte presque comme des inconnus, comme des étrangers l'un l'autre. Et je crois que par le sport, nous pouvons arriver à donner un meilleur aspect, une meilleure vision sur l'avenir et permettre à cette jeunesse de recommencer à avoir espoir. Parce qu'il y a encore ceux qui croient dans ça. Beaucoup plus que nous en faisons partie, beaucoup non? Plus. Oui, mais je fais partie, mais moi je suis de la génération qui s'en va. Oui, mais c'est et c'est la génération du futur qui m'intéresse. Exactement. La passation des connaissances, la passation de l'esprit. De l'esprit et du positivisme absolu vers un Haïti, comme vous le dites. Oui, nous sommes capables. On l'a prouvé dans plusieurs choses. Ouais. À côté. On l'a prouvé. C'est quand ils s'est venu se mettre ensemble. Quand on n'a pas capé. Mais soyons aussi lucides et partir d'une constatation, parce qu'on veut que le sport ne soit pas simplement un sport qui atteint ceux qui peuvent, certaines élites, mais aussi que le sport soit quelque chose dans le quotidien du jeune. Et on parle d'infrastructure, on parle de suivi, de formation, d'attention médicale, psychologique, qui est un élément qui requiert aussi des investissements supplémentaires. D'un côté, on voit des succès, on en parlera naturellement, et de nouveau, toutes les félicitations aux Grenadiers, mais l'on voit aussi que le sport n'arrive pas à toutes ces jeunesses faute d'investissement, faute de dépenses publiques, faute d'opportunités. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous propiciez comme solution, sachant que c'est une question difficile à répondre, mais il y a toujours un début de réponse. C'est pas difficile à répondre. Ah ouais, très bien. Parce que toute chose, si on veut être scientifique, parce que du côté, en même temps que j'ai la passion, mais en même temps, je suis obligé de garder le côté scientifique de ma formation. Bien sûr. Il faut un investissement. Il faut un plan. Si je demande à quelqu'un maintenant, quel est le plan, quel est le programme sportif d'Haïti? Je ne vais pas tirer à blanc sur le ministère. Je ne vais même pas savoir pourquoi ça n'existe pas. Mais c'est un constat. Il n'y a pas de projet sportif. Il y a du coup à coup. Et on essaie au sein du comité olympique, à travers les fédérations, qui sont malheureusement dépourvues de tout moyen, d'avancer, d'essayer de créer un cahier de charge. Où est-ce que nous sommes? Donc on a fait d'abord, à ce point de vue-là, un audit de gestion, à côté de l'audit de financier, pour voir notre état, à quel état nous sommes, et à quel niveau nous voulons être dans 5 ou 10 ans. Et quelles sont les étapes qu'il faut traverser pour arriver, échelon après échelon, pour monter, pour arriver. Et ce sont les jeunes qui sont là. Nous formons des jeunes. Bien sûr. Et ceci passe par la formation. Et c'est ce qu'on fait au comité, et avec des formations en permanence presque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 semaines sans qu'il n'y ait pas une formation sur une semaine. Et c'est ce qui permet à tout le monde de regarder, parce qu'il faut avoir les éléments nécessaires pour pouvoir faire avancer la machine. On ne peut pas dire du jour au lendemain, j'ai de l'argent, je vais investir. Pour investir, il faut avoir des mécanos, il faut avoir des techniciens à tous les niveaux, et ceci, il faut les former, et ceci prend un temps. Et ce temps-là, nous ne l'avons pas perdu. Pendant que nous étions ignorés, quasi, nous avons investi dans tout cela. Vous avez visité chez nous. Oui, j'allais arriver à ça d'ailleurs. Vous avez visité chez nous, et nous avons, dans notre conception, créé une salle où il y a un échange permanent entre les fédérations, et un échange permanent par les moyens multimédia avec l'extérieur. Nous faisons des cours où nous invitons des experts étrangers avec des experts haïtiens, et c'est une bouillon de formation permanente.
Donc, Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer pour avancer, en attendant de faire pression pour pouvoir avoir le plan directeur. Donc, investissement, parlons de motivation. Et justement, lors de cette visite, et encore merci d'avoir eu cette opportunité, vous m'avez parlé de l'excellence dans le sport haïtien. On avait parlé de Avasson Lee, qui vient de gagner une médaille d'or aux Jeux panaméricains. On avait parlé de M. Viano, skieur. Qu'imagine un skieur représentant un pays des Caraïbes. C'est à un très haut niveau en ski de compétition. C'est un sentiment de fierté. Et naturellement, le grand succès des Grenadiers qui se qualifient au mondial. Qu'est-ce que ça évoque aux jeunes? Comment on peut capitaliser de cette positivisme, de ce succès pour montrer que oui, il y a de l'excellence, que oui, Haïti est capable, que cette jeunesse a ces éléments et les motiver justement dans cette direction du sport. Mais le sport, pas simplement comme un exercice physique, mais aussi un élément qui construit de la citoyenneté, qui construit de la paix, qui construit justement une certaine convergence de la jeunesse et leur donne aussi de l'espoir. Je pense que par le sport, avant de répondre directement à votre question, je vais vous dire quelque chose. Moi, je crois que par le sport, nous devons redéfinir la citoyenneté. C'est quoi la citoyenneté haïtienne? Je pose la question, mais je ne veux pas répondre. Je vais donner des exemples. J'attendais la réponse, justement. Ah non, je vais donner des exemples. Je vais donner des exemples. Est-il plus citoyen que Bellegarde? Y a-t-il plus citoyen que Placide? Sont-ils nés en Haïti? Non. Mais ils donnent leur sang sur un terrain de football pour ce bleu et rouge qui nous satisfait et qui nous tient tellement. Je crois que la citoyenneté, c'est ce qu'on vit tous les jours. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi-même. C'est ce qu'on peut donner à notre pays, pas ce qu'on peut prendre. Surtout ce qu'on peut donner à ce pays. Et je crois que la jeunesse doit pouvoir le comprendre. Parce que nous avons une jeunesse qui, presque au premier coup de canon, est en train de fuir le pays. Parce que le pays qui est Haïti, pour l'instant, n'offre rien. Mais il y a encore une jeunesse qui est là, qui résiste et qui veut aller en avant. Et qui espère. Et que je crois qu'il va réussir. Parce qu'il y en a beaucoup qui déjà sortent leur épingle du jeu. Mais je voudrais pas parler des cas en particulier. J'aurais préféré parler de cas d'ensemble. La citoyenneté, et tu as cité le nom, c'est Viano, qui est parti d'Haïti, est né sur le sol national, adopté à l'âge de 4 ans, est arrivé en France par une famille italienne, mais qui avait migré en France, à Haute-Savoie, en pleine neige. Et sur l'histoire qui m'a été racontée par sa mère, Madame Viano. Pas sa mère biologique, pas par les géniteurs, mais par celle qu'il aime encore, qu'il a trouvée, qu'il a aimée, qu'il aime, qu'il adore. Et puis en dire long. Il n'est pas le seul, hein, parenthèse. Il y en a d'autres qui sont dans les mêmes conditions et qui, le premier jour, on l'a mis sur un genre de luge pour descendre et qui a été en contact avec la neige et qui n'a pas voulu sortir de la neige. Et qui, jusqu'à aujourd'hui, a 25 ans, 24 ans, est encore passionné de neige. En même temps qu'il est passionné d'Haïti. C'est pas le comité olympique comme les Jeux olympiques d'été qui dessine les uniformes. C'est Viano qui dessine son uniforme. Ah ouais. Avec tout ce qu'il y a d'Haïti là-dedans. C'est Richardson qui dessine. Richardson, c'est avec en même temps que le reste, hein, que Stevenson, ils dessinent leur uniforme. Ils nous envoient pour approbation. Parce qu'on leur offre ça. Une manière de pouvoir s'exprimer. Non seulement sur la neige, mais aussi s'exprimer en tant que citoyen haïtien à part entière. Donc, je pense que, personnellement, que la redéfinition qui a été à son apogée le 18 novembre
2025, lorsque une majorité de ce que nous appelons la diaspora haïtienne sur le terrain a porté l'orgueil haïtien et la dignité haïtienne au plus haut niveau, et a apporté la plus grande joie du peuple haïtien que j'ai vu depuis, je vais vous dire franchement, depuis le 7 février 1986, ou le 16 décembre qu'on veut pas, le 16 décembre 1991. Le foot rallie les peuples. Non, c'était ça ce sont deux non, je parle maintenant, dates politiques. Hein. Non, là, je parle foot, maintenant, je parle. Mais là, le foot, le sport, ouais. C'est ça la conviction. A mis les gens dans les roues pour braver toutes les situations difficiles, toutes ces situations périlleuses. Donc, je pense que personnellement, nous pouvons beaucoup. Quand on parle de Avali, on parle d'une médaille d'or panaméricain et vient d'avoir une médaille de bronze, d'argent au championnat du monde des moins de 21 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est un athlète au plus haut niveau et qui représente un pays qui est à son état considéré par le monde international à son plus bas niveau. Ce sont des points de paradoxe. Ouais. Permettez-moi, vous êtes un homme avec des multiples talents, des responsabilités. Vous avez une passion pour le sport et un engagement à travers le comité olympique, mais vous êtes aussi le président, comme médecin en plus, qui opère. Vous venez d'une salle d'opération, si je comprends bien, avant cette interview. Vous présidez le comité de coordination interministérielle sur des thèmes importants pour la santé, et entre autres, c'est la coordination du Fonds mondial qui couvre des thématiques de tuberculose, VIH-Sida et malaria. Voilà, merci pour le rappel. Qu'est-ce que ça représente comme responsabilité? Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus. Que représente cet instrument et naturellement son impact dans la vie des Haïtiens et des Haïtiennes? Je dirais de préférence le CCM pour que les gens puissent comprendre. Mais c'est beaucoup plus simple, le CCM. C'est un comité composé de 3 secteurs. Le secteur de l'État haïtien, avec divers ministères, santé publique d'abord, ministère des Finances, ministère du Plan et la primature, ministère des Affaires sociales, tout ce qui est autour de la problématique et de la maladie et des causes de la maladie, des diverses maladies encore. Deuxièmement, il y a le secteur des bailleurs, avec l'ONU-SIDA, avec des ambassades des États-Unis, de la France, du Canada, de l'OMS et d'autres. Et le secteur de la société civile, avec les gens les représentants des gens qui sont infectés, qui vivent avec la maladie, je veux dire, de VIH-Sida, et des gens qui sont des gens à risque, comme les prostituées ou consorts, prostituées des deux sexes, et ensuite de ceux qui confrontent des problèmes de genre, des homosexuels, des transgenres et tout ça. Et aussi, on a introduit le secteur de la santé dans le privé. La santé, la médecine dans le privé. Et là, nous venons d'ajouter et faire voter le secteur privé haïtien. Parce que nous voulons engager le secteur privé. Comme un 4e pilier ou incorporé? Non, incorporé dans le secteur de la société civile. Okay. Et chaque secteur est représenté normalement au sein de cette commission par une personne. Ça, c'est le triumvirat du secrétaire exécutif, vraiment. Le président, le vice-président et les 2 vice-présidents. Et puis ensuite, on a un représentant par secteur qui sont là dans le bureau, et un autre représentant par secteur. Donc, chaque secteur a 2 représentants, en fait. Et qu'est-ce que nous faisons? Jusqu'à l'année dernière, on était en train de gérer pour ces 3 maladies et en même temps pour une partie de renforcement structurel du système de santé en Haïti, à peu près 120 millions de dollars sur 3 ans. Ce qui fait à peu près 40 millions de dollars sur 3 ans. Est-ce une somme conséquente? Est-ce suffisant?
Je pense que ce pays a besoin de 10 fois plus pour pouvoir sortir de là où il est. Mais c'est une somme quand même conséquente. C'est mieux que rien. Très bien. Et surtout, quand on arrive à faire bien dépenser cet argent, je crois, en essayant de faire des économies, pas le terme économie en gardant l'argent, mais des économies en faisant, comme je dis en Haïti, on nous dit en Haïti, et comme je dis souvent, que 50 centimes fasse ce que 5 gouttes peut faire, c'est quand même pas mal. Yep. D'accord. Et nous sommes en train de, bénévolement, parce que tous les 6 membres qui sont là au bureau sont des bénévoles. Nous avons un bureau avec secrétaire exécutif et une secrétaire et un représentant, un médecin en train de contrôler et d'être en contact permanent avec les divers récipiendaires. Donc, qui sont des employés rémunérés. Mais les membres du CCM sont, il faut le dire très fort, ce sont des bénévoles qui ne reçoivent pas 1 centime là-dedans et qui donnent leur temps et leur savoir-faire de la gestion et la supervision de tout cela. Et ça en dit beaucoup sur le CCM, d'avoir... On est obligé d'approuver, de connaître, de savoir ce qui se passe, d'approuver de façon discutée, d'approuver et même de faire des changements. Et ceci se fait avec la santé publique, puisqu'il n'y a rien qui puisse se faire sans que le ministère, parce que soit d'accord. Donc les appels et le programme déterminé est discuté avec le ministère. Et là encore, on est en train de préparer notre prochain appel, ce qu'on appelle le grant making de 2027-2030. Et théoriquement, à partir de 2030, il faudra repenser un petit peu si ça ne se prolonge pas. Parce que le programme de Fonds mondial devrait s'arrêter plus ou moins en 2030. C'était arriver à avoir 95, et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire avoir le contrôle de 95% des gens qui sont infectés par la maladie, pouvoir donner des médicaments avec 95% des gens qui ont la maladie, et essayer d'avoir un contrôle absolu de 95% des gens autour de cette maladie. Donc, c'est ce qu'on devrait atteindre en 2030. Haïti a beaucoup à faire. Il y a des points, il y a sur certains points que nous sommes très en avance, mais il y a d'autres points où nous sommes en retard. Et surtout avec l'arrêt, comme tout le monde le sait. Et pas l'arrêt complet, mais les changements de paradigme par rapport à la position des États-Unis. Un bailleur extrêmement important de le système. Nous devons revoir nos plans et être encore beaucoup plus efficient avec moins de possibilités économiques. Si vous regardez cette projection d'ici à 2030, vous en êtes où aujourd'hui? Quel est l'état de la santé en Haïti? Quelles sont les urgences aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et idéalement aussi, lorsqu'on parle de soins de base, qu'est-ce qui manque? Juste pour que le public comprenne aussi des points de repère. Pour répondre à votre question, Gavier, je crois que tout est prioritaire au point de vue de la santé publique en Haïti. Mais la priorité des priorités, qui est la santé materno-infantile. OK. Et c'est à partir de cette priorité qu'il faut voir et qu'il faut rentrer. Le VIH-Sida, par exemple, dans le système de santé. Ça fait partie intégrante de la santé materno-infantile parce que la transmission mère-enfant est quelque chose de primordial. Il faut arrêter tout cela. Donc, il faut prendre en charge les parents au point de vue médical pour pouvoir arriver à éviter aux enfants d'avoir les séquelles de la maladie. Mais c'est pas seulement ça. Ça, c'est pour rentrer le VIH-Sida dans le système maternel-infantile. Mais il y a toutes les maladies de l'enfance en Haïti. Et toutes les maladies dues aussi à la malnutrition. On parle de malnutrition chronique, c'est ça? Malnutrition chronique, du kwashiorkor, très répandu en Haïti. Et de tout ce qu'il y a autour de maladies. Il y a encore des cas de tétanos en Haïti.
On la trouve. De moins en moins, parce que les enfants sont de plus en plus vaccinés. Mais ce sont des maladies qui existent encore. La polio est devenue quasi négative en Haïti. Parce que ça fait des jours, pas des jours, des années que moi, personnellement, en tant qu'orthopédiste, que je n'ai pas trouvé. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je n'ai pas trouvé de nouveaux cas de polio. Et j'espère que, en la mémoire de Gérard Léon, mon ancien professeur, qui a fait un travail extraordinaire de la vaccination de la polio, j'espère que son travail ne va pas, n'a pas été en vain. Vous savez, il faudrait une journée pour parler de... Oui, j'ai l'impression qu'on aura besoin de plusieurs interviews. Parce que le problème de santé, c'est que savoir quel est le plan de santé. Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui n'est pas faisable? Tout à l'heure, vous avez parlé, au début, tout au début, vous avez parlé des enfants qui sont au Cap, qui sont au CAI. Vous n'êtes pas des enfants des villes. Mais ce pays est composé aussi de régions rurales. On va y arriver. Je vous écoute. Et je crois que ce sont des gens pour lesquels il faut avoir un regard beaucoup plus attentif. Parce que je pense que les ressources vierges de ce pays se trouvent là. Donc il faut aller dans la profondeur de ce que nous appelons souvent nous-mêmes le pays profond. Parce que je ne veux pas employer le nom de pays en dehors. Parce que pour moi, il n'y a pas de pays en dehors. Comme on pourrait dire, il y a des gens qui sont en dehors d'Haïti. Mais pour moi, c'est la diaspora, ce sont les Haïtiens. Il y a des gens qui sont dans les villes et des gens qui ne sont pas dans les villes. Ce sont tous des Haïtiens. Et il faut pouvoir, dans notre mentalité, arriver à arrêter tout cela. À considérer un Haïtien comme un Haïtien, non pas un Haïtien. Parce que dans le temps, c'était encore pire. On n'avait pas connu. Moi, je l'ai connu. Des amis à moi à l'école avec l'acte de naissance écrit paysan. Ah, il y avait une qualification dans l'acte de naissance. J'ai connu ça. C'était quelque chose qui était collé sur le dos de la personne jusqu'à sa mort. Son acte de naissance était écrit paysan. N'était-il pas un Haïtien? Je crois qu'il faut arrêter cette discrimination globale que nous avons chez nous. Et moi, je crois le sport, mes parents, pour beaucoup, mais surtout par le sport. Et c'est pourquoi je dois tellement au sport. Donc le sport comme un élément d'intégration, d'autonomisation, de porteur d'espoir, de rassembler les jeunes, de rassembler les villes avec la campagne. De rassembler les adultes avec les jeunes. Les adultes comme entraîneurs, les adultes comme dirigeants, mettre tout le monde ensemble. C'est-à-dire que comment transmettre. Et aussi, ce qui nous manque souvent en Haïti, et on peut le dire, c'est que quel est le respect même de l'État haïtien envers les professeurs. Les professeurs sont les plus mal, sont les gens qui touchent le moins d'argent dans le système. Un enseignant n'a pas de prix. Nous sommes d'accord, totalement d'accord. De comment arriver à stimuler ceux qui ont la connaissance à transmettre cette connaissance. Et ceci est important. Parce qu'un homme qui a des connaissances et qui ne transmet pas ses connaissances avant sa mort est pour moi pas un homme. Il n'a pas vécu sa vie. Donc, permettez-moi, parce que vous êtes une personne qui transmet des connaissances et qui est respectée dans de multiples domaines. Nous avons aujourd'hui un espace d'opportunité avec le mondial de foot. Et pour transmettre ces valeurs aux jeunes, de célébrer le sport comme un élément d'intégration, pour sortir de la conjoncture que l'on vit aujourd'hui, est-ce qu'il y a une opportunité, même s'il est éphémère, de faire oublier un peu les réalités, de regarder de l'avant à travers ce mondial? Je crois que et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'ailleurs de pratique, peut-être avec quelques idées? Je crois que c'est un moment unique. Ah oui. Je pense que depuis le 18, j'ai parlé avec les dirigeants de la Fédération haïtienne de football, mais vraiment de façon très, très superficielle. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je pense que c'est un moment unique où il faut pouvoir convertir toutes les énergies positives
et pouvoir débuter à construire quelque chose sur cette vibration nationale et globale. Chaque Haïtien jusqu'à présent, un mois exactement, jour pour jour après, vit encore cette nuit de bonheur. Mais il faut pas laisser passer le temps. Maintenant, il y a beaucoup qui commencent déjà à penser pour comment on va aller au match de foot. C'est pas le plus important. C'est important. Ouais, mais c'est pas le plus important. C'est le momentum que nous avons pour pouvoir ensemble construire quelque chose de très permanent, de durable. Est-ce que cela commence par la culture de la paix, la culture du collectif, de l'écoute, du vivre? Je vais dire vivre ensemble, peut-être c'est pas la bonne expression. Non, mais c'est une expression que Galvaudry peut-être, mais c'est la meilleure expression. De la coexistence, de rassembler les autres, et peut-être c'est un moment de célébration collective. Je me demande comment profiter de ce moment pour qu'il y ait une trace indélébile et qu'il puisse aussi avoir un effet justement de cette jeunesse, et que ce soit pas simplement un épisode de court terme qui dure 2 mois, moins de 2 mois d'ailleurs, et que c'est un effet au-delà de l'époque de la célébration. Vous savez, le lendemain de la qualification, il y a des journalistes qui m'ont appelé et je leur ai dit une seule chose. Essayons de faire de cet instant le marketing de l'avenir. Et ça se prépare, ça. Non. Il faut le préparer. Il faut préparer. Et les temps sont courts. Nous sommes à quelques mois de cette date butoir. Donc, pas seulement s'arrêter au 13 juin jusqu'au minimum au 24 juin. J'espère pour plus loin. Mais... On l'espère tous. Non, oui, mais bon, ça c'est un vœu pieux de Hans Larsen, hein, c'est pas... Je suis quand même, à ce point de vue-là, j'ai les 2 pieds sur terre, et d'un côté, il y a les espérances, et de l'autre côté, il y a une certaine réalité. Ça va pas être facile. Mm-hmm. Je ne suis pas défaitiste, loin de là. Je pense qu'il faut se battre. Et le terrain de football, c'est 3 matchs, 90 minutes de combat absolu pour chaque match. Donc, je pense que nous avons la capacité. Il y a 11 contre 11, avec peut-être des avantages d'un côté, des avantages de l'autre, mais il y a toujours des avantages. Haïti, en 1974, a marqué le premier but contre l'Italie, a craqué par la suite. Parce qu'actuellement, en Haïti, nous n'avons quasiment pas de championnat de football. Il y a un championnat qui est joué par la Ligue, et avec des difficultés qu'il y a. Il n'y a pas de championnat de jeunes organisé. Il n'y a pas de championnat des clubs de 2e division, 3e division, des ligues, depuis plus de 5 ans. Mais malgré tout, il y a une passion pour le football de tout le monde. Et tout le monde continue à jouer sur des terrains, dans les rues et partout. On le voit, oui. Donc, il faut pouvoir non seulement prendre cette énergie qui est complètement là, mais en somnolent, en sommeil, il faut traverser ça à partir de l'impulsion qu'il y a eu le 18 novembre et pouvoir faire renaître, sortir cette jeunesse de cet état de torpeur qui se trouve. Donc, je reviens à mes paroles d'introduction. Je parlais de ces jeunes qui, le matin, sortent faire du sport. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes pour conclure, pour qu'ils sortent demain matin, après-demain matin, et ça continue comme une routine qui est aussi pas simplement un acte de sport physique, mais de discipline, de formation de citoyenneté, d'interaction avec d'autres. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes? C'est pourquoi aussi j'ai parlé tout à l'heure des jeunes qui sont pas seulement dans les villes, qui sont dans les... Oui, là c'est dans tout le pays maintenant. Que malgré les difficultés, ils sont quand même l'avenir de ce pays, malgré le manque de structures qui sont quand même l'avenir de ce pays, et que leur avenir est entre leurs mains, et que la seule façon de s'en sortir, c'est de se battre. Rien n'est donné. Tout se gagne. Rien n'est donné. Tout se gagne. Il faut se battre pour pouvoir sortir de là où vous êtes. Il faut avoir la foi. Il faut continuer à croire. Il faut continuer, mais pas croire simplement je crois. Non. C'est une croyance dynamique où il faut travailler pour changer votre état.
de l'état de lequel se trouve ce pays, de cette dépression que tout le monde est, une hibernation. Il faut sortir de cet état d'hibernation pour aller vers l'amour, mais conjugué comme un verbe actif. Donc vous parlez de confiance en soi, de confiance en son entourage, de détermination, de faire face aux défis avec la tête haute et de la détermination, mais surtout de la conviction qu'il y a un meilleur avenir et que oui, Haïti est capable. Si je me permets de résumer quelques éléments. Et je crois que oui, Haïti est capable. C'est le terme qui le fait. Et Haïti, ce sont ses fils. Oui, vous êtes capable de sortir de où vous êtes. Oui, vous êtes capable. Parce que rien n'a été donné. Peut-être que moi, j'ai eu, en me regardant, vous me dites que j'ai eu des avantages dans ma vie, mais j'ai jamais, et je le dis, j'ai eu des parents qui étaient extrêmement durs. Il fallait se battre. Il fallait se battre pour arriver. Il fallait étudier. Pour être médecin, j'ai dû étudier parfois jusqu'à 4 heures du matin, avoir 2 heures de sommeil pour pouvoir enregistrer ce que je devais enregistrer, pour ne pas avoir à les demander et donnez-moi la permission de pouvoir. Non. J'ai appris aussi à mes enfants à, comme on dit, qu'on m'a fait dire ma mère quelques mois avant sa mort, alors qu'elle devait aller aux États-Unis, et je l'ai conduit à l'aéroport, et elle m'a dit, récite-moi, mon fils, la leçon que je t'ai appris quand tu avais 6 ans, et que tu m'as toujours récité de temps en temps, que je demande de te réciter. Et j'ai récité, et il m'a dit, dis ça pour moi avec le ton que tu le disais quand tu avais 6 ans d'âge. Parce qu'à l'époque, je parlais un petit peu sous la langue, comme on dit chez nous. Et je lui ai dit, tu m'enverras ton pain à la fleur de ton front. Bon, et elle m'a béni. Sur ces paroles, je vous remercie de nous avoir accordé votre temps, surtout d'avoir partagé cette conviction, cet enthousiasme, mais surtout cette conviction que Haïti va de l'avant, qu'il y a du changement et qu'il y a des opportunités, mais que cela se fait aussi avec de la conviction et un certain degré de persistance face à la complexité de ce pays. Donc encore merci, c'est un vrai plaisir et je vous dis à la prochaine, j'espère. Merci, merci. Mais je dis à tout le monde, ce pays m'a tout donné. Il m'a tant donné que j'ai pas encore remis le centième de ce que je devais lui remettre. Merci. C'est un grand plaisir, merci. Merci. Dr Larsen, merci pour cet échange. Ce que vous apportez aujourd'hui dépasse les données, les programmes, les bilans. Vous nous rappelez une vérité simple mais très profonde. Un pays ne se reconstruit pas seulement avec des budgets, mais avec des êtres humains, debout, en santé, en mouvement, en confiance. Vous portez un regard rare, un regard qui voit la jeunesse non pas comme un risque, mais comme une énergie en attente d'espace. Un regard qui voit le sport non pas comme un divertissement, mais comme une discipline qui structure, qui canalise, qui apaise. Un regard qui voit la santé non comme un service, mais comme une condition pour exister pleinement. Et au fond, c'est peut-être cela votre héritage. Rappelez qu'Haïti ne manque pas de courage, ne manque pas de volonté, ne manque pas d'intelligence. Ce qui manque, ce sont des passerelles. Les passerelles entre le potentiel et l'opportunité, entre le talent et l'accompagnement, entre la frustration et l'espoir, entre la douleur et la paix. Parce que oui, parlons-en, la paix. En Haïti, la paix n'est pas un slogan. C'est un jeune qui choisit la piste de sport plutôt que la violence. C'est la jeune fille qui trouve dans le taekwondo un espace pour exister. C'est un quartier entier qui se retrouve autour d'un match au lieu de s'opposer. Et tout dernièrement, c'est toute une nation qui découvre qu'elle peut vibrer ensemble, comme elle l'a fait quand les grenadiers se sont qualifiés. La paix se construit chaque jour dans les terrains, les écoles, les centres de santé, partout où un jeune comprend « mon avenir est possible ». À vous qui nous regardez, ces transformations dépendent aussi de vous. Un encouragement, un espace ouvert, un geste de respect, ce sont des actes de paix. Nous ne sommes pas spectateurs, nous sommes co-auteurs de l'avenir de ce pays. C'est cela l'esprit de We Haïti Capable.
croire en ce que les Haïtiennes et les Haïtiens peuvent accomplir quand la santé les porte, quand le sport les discipline, quand la société les protège, quand la paix leur offre un horizon. Haïti est capable de se relever, de bâtir, d'unir ses forces, de donner à sa jeunesse des raisons d'espérer et de rester. Merci, Dr Larsen. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt dans We Haïti Capable.